Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Michael Fortier, notre panel du jeudi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la planète a salué Trump aujourd'hui. J'exagère à peine. De Poutine à l'Iran. Bon, évidemment, les pays impliqués, il va sans dire. On va écouter chez nous, en Grande-Bretagne, et M. Macron, puis on revient tout de suite. Je veux saluer M. le Président Trump, puis M. Kushner, Witkoff, les Égyptiens, les Qataris. Congrès extraordinaire. Et c'est seulement la première phase. I will take this opportunity to put on record my thanks to President Trump for his leadership on this. Cette nuit, un accord historique a été conclu à Sharm el-Sheikh et je tiens ici à féliciter le président Trump pour son engagement personnel. Le problème, c'est que comme il y a eu beaucoup de flagornerie, un peu pour rien parfois, envers M. Trump, là, les gens vont dire « Ah oui, mais les gens en mettent. » Mais là, il y a quelque chose, il y a une raison. Michael Fortier, unanimité pour dire que sans la force qu'il a mis à pousser et sur les pays arabes et sur Israël, on ne serait pas arrivé où on est aujourd'hui. Bien, je pense que c'est la démonstration que dans la vie, il faut être plus chanceux que doué. Cette paix-là, Patrice, elle n'existerait pas sans la bêtise de Netanyahou qui a tenté d'assassiner les négociateurs du Hamas à Doha. C'est ça qui a rendu Trump complètement fou. On l'a vu quand il a reçu Netanyahou à la Maison-Blanche il y a 10 jours. Il lui a passé le combiné, il l'a obligé, il l'a humilié dans le salon ovale, l'a obligé de s'excuser aux Qataris. Trump a développé des rapports très étroits, pas juste avec les Qataris, mais avec plusieurs pays du Moyen-Orient. Et ça, Netanyahou, là, c'était le missile, excusez-moi l'expression, qui a fait déborder le vase. Et donc, oui, Trump a beaucoup de mérite parce qu'il a forcé Netanyahou à revenir à la table et lui a dit tout ce qu'il avait à lui dire pour le forcer à accepter cette paix. Mais cette paix-là, moi, je suis convaincu qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui si cette bêtise de Netanyahou n'avait pas eu lieu. Jean-François. Oui, je suis d'accord avec Michael, mais il y a plusieurs éléments constitutifs. Le Hamas, c'est pas des gens qui aiment la paix. Ces gens-là, leur mission dans la vie, c'est de faire la guerre à Israël pour qu'Israël disparaisse. Alors pourquoi sont-ils d'accord avec la paix maintenant? C'est parce qu'Israël les a tellement bombardés qu'ils sont presque morts. OK? C'est la seule raison. Alors donc, sans ce qui s'est passé à Doha, effectivement, Trump n'aurait pas réussi à faire franchir par Netanyahou les derniers centimètres et peut-être a donné à Netanyahou une raison de convaincre son cabinet encore plus belliqueux qu'il ne l'est lui-même de dire oui. Mais sans les crimes de guerre israéliens à Gaza, le Hamas n'aurait pas dit oui. Et là, ça pose la question du prix Nobel, parce que d'habitude, on ne remet pas le prix Nobel aux médiateurs, parce que là, M. Trump est un médiateur, mais on le donne aux belligérants qui ont fait la paix. Comme quand Kissinger et Le Ducteau ont eu le prix Nobel ensemble pour l'arrêt des combats au Vietnam. Mais là, je ne pense pas que le prix Nobel serait remis à Netanyahou et aux représentants actuels du Hamas. On serait surpris. Ça serait surprenant. Très bien. Voilà. Michel Courchaine, aussi, on parle des relations avec le monde arabe. Les pays arabes ont mis une telle pression sur, et les pays musulmans, l'Indonésie entre autres, sur le Hamas, même l'Iran. Le Hamas était totalement isolé, n'avait plus vraiment le choix. Donc, les planètes étaient en ligne, mais c'est quand même l'impulsion de Trump et de ce plan en disant « Moi, j'y crois alors qu'on me dit que ça ne sera pas possible. » Michel. Oui, mais ça va être intéressant éventuellement de faire toute l'histoire de cette guerre-là. Parce qu'une guerre, vous l'avez dit, ça ne se termine pas en 24 heures. Il y a des étapes dans une guerre. Et je me rappelle très bien que quand M. Trump a commencé à renforcer ses liens avec les pays arabes, il y a plusieurs disaient « Mais pourquoi? Pourquoi? » Puis on regardait ça avec scepticisme, puis on n'était pas particulièrement à l'aise. Mais force est de constater que probablement qu'il savait davantage ce qu'il faisait et que cette capacité de créer ces liens-là
bien, font en sorte aujourd'hui que les pays arabes ont pu mettre la pression sur le Hamas aussi. Et donc, M. Trump a bien joué ses cartes autant avec M. Netanyahou qu'avec les pays arabes. Mais faire ça, ça prend du temps à le faire. Et Michael a raison. Pour moi, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque à Doha. Et là, mais s'il n'y avait pas eu tous ces liens avec les pays arabes auraient probablement pas mis la pression sur la Hamas comme ils l'ont fait dans les dernières semaines. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que sur un moyen terme et un plus long terme, les guerres, peut-être, puis je dis bien peut-être parce qu'on a encore des obstacles devant eux, il y a encore des obstacles devant eux, mais disons qu'il y a un pas considérable qui est franchi cette semaine. Mais Patrice, moi j'ajouterais, vous me permettez... Une seconde, ça c'est la photo où, vous en parliez, là, Netanyahou s'est excusé auprès du président du Qatar, premier ministre du Qatar, où il dit on s'excuse, puis Trump à côté. Moi, je me rappelle, ma mère m'avait fait ça quand j'avais été impoli avec la voisine. Elle m'avait passé le combiné. Non, mais ça m'a fait penser à ça. Je comprends. C'est une affaire, là. Tu donnes le combiné à quelqu'un, puis là, tu vas appeler Mme Simoneau, puis tu vas t'excuser. C'est exactement ça qu'il a fait. Oui. Mais je veux ajouter l'intérêt de Trump pour le Moyen-Orient. Michel, tu as raison. Mais il y a aussi des intérêts commerciaux pour l'empire de Trump, du co-investissement. On est d'accord, Michael. On est très d'accord. Quand on va avoir fini avec cette famille-là, quelqu'un va écrire un bouquin, peut-être Jean-François, s'il a le temps, un bouquin de 1000 pages sur tous les liens qui auront été créés et les bénéfices qui auront découlé vers la famille Trump à la suite de ces deux administrations. Oui, business. Mais avouons que c'est une belle toile d'araignée, Michael, tant sur le plan politique que sur le plan financier et commercial. Très bien. Et les bombes, dès que ça va être signé là, je surveille, là, par le Conseil des ministres de Netanyahou, et même s'il y en a 2 ministres qui ne signent pas et qui sont contre, il n'a plus le choix, là, ça sera signé, bien, les bombes s'arrêtent à ce moment-là. Il n'y aura pas de délai, nous a-t-on dit. OK, très bien. La Constitution, on va écouter M. Legault. Puis on va attendre avant d'écouter l'opposition. On va écouter M. Legault et le ministre, puis on revient après. Les générations qui nous ont précédés ont tenu le fort. Et quand j'y pense, l'émotion m'envahit, Madame la Présidente. C'est à nous maintenant la responsabilité de prendre le relais pour nous assurer que l'histoire de notre belle nation se poursuive. Vive le Québec! Bravo. Le projet de loi modifie la loi constitutionnelle de 1867 par l'ajout de 3 nouvelles dispositions aux caractéristiques fondamentales du Québec, soit la laïcité de l'État, le modèle d'intégration à la nation québécoise et la tradition civiliste. Le projet de loi modifie également la Charte des droits et libertés de la personne, notamment à l'égard de l'interprétation des droits et libertés propres au Québec et de l'équilibre entre les droits et libertés de la personne et les droits collectifs de la nation québécoise. Alors, Jean-François, est-ce que... Je posais la question à Sébastien Bovet tout à l'heure. On le voit, puis on peut revoir le tableau. Là, on fait la synthèse de ce qui est important, ce qui peut définir le cadre juridique du Québec, les valeurs, etc. On ajoute protection du droit à l'avortement, égalité entre femmes. Bon. Est-ce que, si c'est si important, est-ce qu'il y a une manière, dans votre esprit, d'aller chercher l'opposition, ou bien le processus est vicié compte tenu du calendrier électoral? Bien, c'est sûr que le processus, s'il faisait ça en début de mandat, puis s'il avait fait un appel de proposition, bon, ils s'y prennent comme des gens qui veulent mettre tout le monde devant le fait accompli, puis maintenant, on va consulter, mais on n'ira même pas dans les régions. Alors, je trouve que c'est un peu gauche, OK? Mais en même temps, M. Legault a dit aujourd'hui, ben, c'est sûr que comme on met la loi 21, l'interdiction des signes pour les gens d'autorité dans la Constitution, on s'attendait à ce que les libéraux et les solidaires qui ont voté contre la loi 21 soient contre la Constitution, mais le Parti québécois. Je tends la main au Parti québécois, a-t-il dit aujourd'hui. Parce que c'est sûr qu'ils ont la majorité puis ils peuvent le voter. Mais la légitimité d'une Constitution votée par seulement un parti,
est beaucoup plus faible que s'il est voté par deux partis, surtout par le parti qui domine les intentions de vote. Alors, ce qui fait que le Parti québécois a une grosse capacité de négociation s'il décidait de vouloir s'y associer et la changer. Ça, c'est une décision qu'ils doivent prendre. Puis moi, les signaux que j'ai perçus des différents points de presse du Parti québécois, c'est qu'ils n'ont pas encore décidé. Donc, mauvaise humeur sur la méthode, mais sur le fond, ils n'ont pas encore décidé. Okay. Mais ce qui est essentiel, c'est que c'est un monument à l'impuissance du Québec. Parce que l'ensemble de ces textes disent « Voici ce qu'on aimerait pouvoir faire, mais qu'on n'a pas le droit de faire à cause de la Constitution canadienne, mais on va s'essayer quand même. » Et par exemple, juste pour prendre cet exemple de l'égalité des hommes et des femmes, qui doit être plus important que le droit à la religion lorsque les juges vont voir un conflit entre les deux, ben, t'as beau mettre ça dans la Constitution du Québec, mais la Constitution du Canada ne dit pas ça. Alors, le premier juge fédéral venu va dire, peu importe les parages que tu as mis dans ta Constitution, mais donc, la jurisprudence fédérale fait que ces droits-là sont égaux entre eux et il n'y a pas de supériorité de l'égalité des hommes et des femmes. Denis Monnière, professeur de sciences politiques émérite, a dit, je pense que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a diffusé ça aujourd'hui, il dit « Tant que le Québec n'est pas souverain, ça ne sert à rien. » En 2 mots, êtes-vous d'accord là-dessus? Puis je passe la parole à Michel et à Michael après. Jean-François... Rien? Oui. Non. Rien, ça ne peut pas servir à rien. Ça augmente la pression de gens qui sont sur la défensive, mais ça l'augmente à la marge et ça ne donne pas le dernier mot. Michel, comment vous voyez ce débat qui s'amorce? Bien, écoutez, c'est depuis 1960 qu'on parle d'une constitution pour le Québec. Alors, le Parti québécois dit, pour avoir une vraie constitution qui s'applique, il faut un pays. Moi, je vois ça comme un document, une affirmation nationale de qui nous sommes comme Québécois. C'est sûr que c'est symbolique. C'est sûr que la Constitution canadienne va primer tant qu'on reste dans le Canada. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est quoi le choix qu'on a? De pas du tout avoir ce document qui est quand même costaud, qui réunit un certain nombre de lois qu'on s'est données pour affirmer qui nous sommes, les Québécois. Alors, le choix qu'on a, c'est on attend d'être un pays. Non, non. Okay. Moi, je dis pourquoi pas, oui, symboliquement l'adopter, mais sur certains sujets, certains juristes vont nous dire que des juges vont être influencés, par exemple, par le principe de l'égalité des hommes et des femmes. Donc, vous signeriez, Michel, vous diriez à vos anciens collègues libéraux, vous errez, là, revenez et appuyez ça. Bien, moi, j'irais proposer certains amendements. On n'a pas le temps ce soir de parler de certains amendements proposés, mais j'irais faire le débat. Okay. J'irais faire la consultation et le débat, puis je dirais entre rien et ça, qui peut influencer effectivement l'interprétation des lois par les juges, bien oui, après tout ce temps, allons-y. D'accord. Donc, c'est deux en deux, là. Jean-François, Michel, vous dites ça peut être utile. Michael Fortier. Bon, moi, je vais le voir d'un autre angle. D'abord, sur les 25 priorités des Québécois, c'est la 26e. Ah, ça, c'est sûr. Alors, c'est pas surprenant. Sébastien Beauvais disait tantôt, ils n'ont pas consulté. C'est sûr qu'ils n'ont pas consulté cet été. Monsieur Jolin Barrette aurait sonné à des portes. Personne n'aurait répondu à ces portes-là. C'est encore une fois... Je ne vous dis pas que c'est pas un exercice intellectuellement intéressant, mais Rome brûle. Il y a un paquet de trucs qui devraient intéresser ce gouvernement. J'écoutais M. Legault... Vous nous faisiez entendre M. Legault qui dit qu'il était très ému. Les 210 familles qui viennent de perdre leur job chez Rio Tinto à Sorel-Tracy tantôt, là, eux autres, ce soir, c'est pas l'émotion de la Constitution qui vient les chercher. C'est un drôle de moment. Et s'il l'adopte, comme il propose de l'adopter au rouleau compresseur, bien, c'est le petit avocat qui sommeille en moi. Une loi, ça change. Puis au moment où on se parle, là, je ne pense pas que c'est eux autres qui vont gagner la prochaine élection. Donc, le prochain parti, qui risque d'être majoritaire d'un bord ou de l'autre, va la changer. Alors, on s'avance à quoi? Ça avance à rien. Il faudrait faire ça de façon consensuelle, mais eux ne veulent pas faire ça parce qu'ils veulent dominer toute la question identitaire. Mais quand même, là, il reste un an. Là, je veux dire, on ne va pas pendant un an dire on ne peut plus rien faire au Québec. Pourquoi pas s'entendre? On les met autour du... Aurait-il dû le faire avant? Bien, sûrement, mais Jean-François Michel, pourquoi il n'est pas
il n'est pas trop tard pour s'entendre, non, Jean-François? Ben, il n'est pas trop tard. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que le Parti québécois va demander. Ils ont... Le choix, là, c'est que soit ce parti-là est devenu tellement toxique dans l'opinion que même s'il porte une bonne idée, l'idée devient mauvaise. Tu vois, De Gaulle a démissionné parce que les gens ont dit non à la régionalisation, même s'il était pour, mais pour se débarrasser de Gaulle. Alors, oui, ça, mais on est un peu là-dedans. C'est ce que je veux. On est là-dedans. Oui. Et on est exactement là-dedans. Donc, il y a un jugement politique. Est-ce que, de toute façon, la pomme est pourrie à cause de l'arbre? Ou bien, est-ce que si nous, on fait des propositions qui l'améliorent et qu'on prend ça sur nous, on va faire des gains et on va lui donner la légitimité, puis ça va faire un bout de chemin pour que le Parti québécois ensuite continue lorsqu'il sera élu. Ça, c'est le choix qui est devant eux. OK, Michel. Je veux juste rappeler à Michael que quand la loi 101 a été adoptée, tout le monde critiquait, puis on disait « Ah, on va tout changer ça ». Mais savez-vous quoi? On ne l'a pas changé. On est en train même de la renforcer. Il y a des lois, la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés. Il y a des lois qui sont vraiment constituantes. Puis avant de changer, si on l'adopte, puis on verra comment ça se passe en commission parlementaire, puis c'est quoi les amendements, mais de changer une constitution pour un nouveau gouvernement, je pense qu'ils vont y penser à deux fois. Il y a des lois comme ça qui marquent, et là, on parle de notre identité, on parle de nos valeurs, on parle de qui nous sommes comme Québécois. Un nouveau gouvernement va y penser à deux fois avant de changer ça du tout. Mais moi, c'est malhabile. C'est malhabile. C'est malhabile, on s'entend là-dessus. C'est le timing est malhabile. Dans ces deux flancs, à droite et à gauche, d'abord, si un Québécois souhaite vraiment une constitution, je pense qu'il va faire plus confiance au Parti québécois qu'à la CAQ, on s'entend. Et ce qu'il ne réalise pas en venant dans les studios aujourd'hui, j'ai entendu une entrevue de Pablo Rodriguez sur ce sujet, qu'on n'avait pas beaucoup entendu, il faut le reconnaître. Et moi, je pense que ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'ils vont lui donner une chance à lui. Et cette entrevue, il l'a faite sur vos ondes radiophoniques. En fait, c'était pas si mauvais que ça. Et donc, il lui donne une chance à lui, un an avant, de faire ses preuves sur ce sujet-là, alors que c'est pas ça qu'ils veulent. Je veux dire, Pablo Rodriguez, moi, si j'avais été la CAQ, j'aurais voulu qu'il en parle pas pantoute et j'aurais voulu attendre la période électorale pour le coincer. Et là, il lui donne une chance de se préparer, de préparer ses arguments puis ses lignes. Mais le bien commun, Michael. J'avais oublié. Le bien commun. Je vous le rappelle régulièrement à tous. Ils veulent abolir le lieutenant-gouverneur du Québec. C'était mon plan de retraite. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui est déçu ici, c'est moi. Ben, tu serais l'officier. Ah, je serais l'officier, j'avais oublié. Ben oui, l'officier. Tu as toujours rêvé d'être officier. Jean-François. Patrice, arrête d'achaler Michael avec le bien commun. C'est à vous trois que j'achalais, là, en passant. Ah, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Pablo Rodriguez, en fait, c'est très compliqué parce que des problèmes avec le projet, c'est que ça ne parle pas des anglophones, juste dans les attendus au début. C'est sûr que le premier réflexe du Parti libéral, ça va être de modifier pour constitutionnaliser les droits actuels, puis peut-être faire la liste des droits des anglophones. Et là, ça va obliger M. Rodriguez d'encore donner l'impression qu'il est le parti des anglophones et non le reste, parce que c'est ça qui est distinctif. Il y a trop de tactique dans tout ça. Il faut revenir. On peut les enfermer, tout le monde, puis dire... Écrivez une constitution. Mais c'est justement, vous avez 3 semaines. Mais Patrice, c'est justement pour ça qu'on n'a jamais eu de constitution. Puis dans le contexte actuel, si on les enfermait, il n'y en aurait pas de constitution. Ils ne pourraient pas s'entendre. Ça, c'est impossible. Exact. OK. M. Poilievre, qu'on écoute, qui attend de voir où est l'accord sectoriel sur l'acier et l'aluminium. Ça avance, mais c'est compliqué, nous dit-on, à Washington. C'est un peu plus lent. Le rythme aurait ralenti, nous dit-on. On écoute M. Poilievre, M. Carney, puis on revient. Il a promis d'obtenir un deal avant le 21 juillet et de négocier une victoire face aux Américains. Et c'est quoi le résultat? Les tarifs américains sur le Canada ont doublé. Il n'y a pas de deal, il n'y a pas de victoire. Des coûts élevés de M. Carney, c'était une fraude, une grande fraude. Le Canada a le meilleur accord commercial avec les États-Unis à travers le monde, première chose. Deuxièmement, on peut améliorer cet accord et c'est la raison pour laquelle le ministre Leblanc est maintenant là à Washington. Les tarifs sur l'acier, l'aluminium, on est en train de négociations de réduire ces tarifs. En ce qui concerne les camions, les automobiles sont le plus bas.
Le ministre Leblanc, il va peut-être avoir sa carte verte aux États-Unis. Ils vont peut-être l'oublier là des semaines. Michael, est-ce que où vous en êtes dans ce qui doit arriver et économiquement et politiquement? Bien, économiquement, Patrice, ce qui doit arriver, c'est ce qu'on souhaite tous. On souhaite une entente. On sait que ça va nous coûter quelque chose, là, mais on souhaite avoir une entente. On veut de la certitude. Les gens d'affaires, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent comprendre quelles seront les règles qui vont s'appliquer au commerce entre nos deux pays. Mais je trouve que, tu sais, on parle de Leblanc beaucoup, là. Vous faisiez une blague avec sa carte verte, mais je veux dire, Leblanc, il est comme pogné de rester à Washington jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose. Puis ils se sont eux-mêmes, ils se sont mis eux-mêmes le pied dans le piège en mettant, avant-hier, quand Leblanc a dit on continue les discussions, il n'était pas obligé de parler de l'aluminium, il n'était pas obligé de parler de l'acier, il en a parlé. Il aurait pu dire, je reste ici, on essaie d'avancer. Et là, il a monté les attentes. Et jusqu'à ce moment-là, ce gouvernement-là avait été très, très prudent. Juste pour parler de Poilievre. Poilievre, écoutez, il fait sa job. C'est vrai que Carney n'a pas été élu pour maintenir le statu quo. Il a été élu pour arriver à une entente. Mais je pense que Carney, il y a encore beaucoup de place pour manœuvrer. C'est un gouvernement minoritaire, mais ce gouvernement-là n'est pas en danger. Et je pense que s'il y a un sondage demain matin dans la population, les gens sont encore pas mal derrière Carney. Mais si on est dans la même situation, puis on est rendu en décembre, bien là, c'est possible que ce soit un problème. Et si l'industrie automobile, on a entendu M. Trump en parler, ça m'a inquiété beaucoup avant-hier. C'est la première fois qu'on entendait les Américains commencer à avancer des arguments sur l'industrie automobile de façon aussi claire. Il y a 130 000 personnes qui gagnent leur vie en Ontario avec ça. 130 000 personnes, là, c'est une grande ville au Québec, c'est une grande ville en Ontario. Si ça disparaît, les conséquences économiques vont être énormes. Oui, et puis ça semble... En tout cas, les Américains ont dit l'auto, oubliez ça, il n'y en aura pas d'accord. Jean-François. Oui. Il faut dire que, bon, pourquoi est-ce qu'il y a un pacte de l'auto entre les deux pays? C'est qu'en ce moment, 9 du marché nord-américain des voitures États-Unis-Canada est au Canada et 9 de la production est au Canada. Alors, on est tout à fait en équilibre. C'est ce qu'ils ne comprennent pas à la Maison-Blanche. Eux, ils veulent avoir 100 de la production puis qu'on soit juste des consommateurs. Mais ce qui m'a le plus frappé dans la rencontre du bureau ovale, c'est un peu l'aspect schizophrénique de la politique canadienne face aux États-Unis. Parce que d'une part, on nous a dit il faut absolument ne plus dépendre des États-Unis pour nos exportations de pétrole. C'est pour ça que ça nous prend des pipelines de plus pour aller dans des nouveaux marchés. Mais là, notre premier ministre dit au président, on peut peut-être refaire le pipeline Keystone vers chez vous. On dit il faut diversifier notre économie. Ah, mais on va investir 1 000 milliards de dollars canadiens aux États-Unis la prochaine décennie. C'est quoi, là? Okay. On se jette dans son piège où on essaie d'être indépendant. Le récit n'est pas clair. Michel, je vous en dois une, là. Oui, pas de souci. Il faut que je quitte, là, parce que je peux pas à chaque fois faire le coup d'enlever les publicités. Là, il va falloir que je fasse des chèques. Là. OK. Michel, Jean-François, Michael, à bientôt. Merci.